Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global. Eh bien, nous sommes le 15 mai 2024, nous sommes sur Radio Anthropocène et j'ai le plaisir de recevoir Diane Dupré-Latour. Bonjour. Bonjour. À l'occasion de la sortie de votre livre qui vient tout juste de paraître, il est tout chaud. Il s'appelle Comme à la maison. C'est un récit publié chez Actes Sud qu'on trouvera évidemment dans toutes les bonnes librairies. Et je crois savoir que ce soir, d'ailleurs, vous serez à 19h à la librairie du Tramway, Oui. dans le 3e arrondissement de Lyon, pour ceux qui ne connaissent pas, pour le présenter et évidemment pouvoir le dédicacer, parce que je suis certaine qu'ils sont nombreux et j'invite les auditeurs à aller sur le site d'Actes Sud parce que vous avez une vraie tournée de stars et de signatures à Lyon, dans d'autres librairies et partout en France, et je trouve ça tout à fait formidable. Alors, ce livre, qui est un récit, raconte une histoire sur laquelle on va discuter, qui est celle des Petites Cantines. Des Petites Cantines, qui est un restaurant participatif à but non lucratif, et vous écrivez à but de création de valeurs relationnelles. J'ai trouvé ça extrêmement joli. Le premier ouvrira à Lyon-Vèze, en septembre 2016, avec un concept que vous aviez préalablement testé quelques mois avant, dans l'hiver qui a précédé. Et puis aujourd'hui, en 2024, il y a 6 petites cantines dans la métropole lyonnaise. Il y en a 8 ailleurs, en France, à Annecy, à Bruges, à Croix, à Grenoble, à Mâcon, à Metz, à Paris, à Strasbourg. Et je lis aussi qu'il y en a 16 en projet au moment où vous mettez ce livre sur les tables des librairies. Donc c'est une très belle histoire. Et donc on va parler de cette histoire. Je vais commencer en vous citant. Vous dites qu'à la base de ce projet, il y a cette question de vivre des relations de qualité, car à la fin, et là je vous cite, c'est tout ce qui demeurera. Oui, c'est le sentiment que j'ai eu au décès de mon conjoint. Il est mort il y a quelques années dans un accident de voiture. Et au-delà de l'effroi que j'ai ressenti à ce moment-là, j'ai ressenti la force de l'amour et la beauté de ce qui se passe dans les relations, même quand elles sont de traviole ou même quand elles sont douloureuses. Et je me suis dit, en fait, il n'y a que ça qui compte. On perd notre temps. J'ai perdu beaucoup de temps à accorder de l'attention, de l'énergie, à me mettre de la pression pour des choses qui n'ont aucune valeur. Et si je continue comme ça, je risque de passer à côté de ma vie. Donc maintenant, il faut que je me pose la question, qu'est-ce qui est essentiel pour moi ? Et c'est comme ça que je suis arrivée à cette question des relations. Donc en effet, votre récit parle de ce moment de bifurcation totale de votre vie, qui est inaugurée par cet accident, et puis par aussi la très grande anxiété qui est née aussi d'un de vos enfants qui était lui-même blessé. Et donc, tout le monde ne bifurque pas quand un accident vient, offrir un nouveau virage. Et là, vous l'avez fait. Vous avez réorienté votre vie, parce que avant de ce projet des Petites Cantines, avant cet accident, vous étiez journaliste dans le monde de l'économie, donc quelque chose d'extrêmement différent. En apparence, très différent. En fait, moi, je vois très bien à quel point c'est proche. Je travaillais dans les médias et aujourd'hui, je travaille dans la restauration et le repas est un média. Aujourd'hui, on est là pour un livre. La littérature est un média. Il y a énormément de choses qui nous relient et j'adore les explorer. Donc moi, je me régale à passer de l'un à l'autre et je vois très bien le fil rouge qu'il y a entre ces 3 activités.
Alors, puisque vous venez du monde de l'économie, en tout cas au départ, et même si vous faites des liens et des ponts et des passerelles entre les différentes activités que vous menez ou que vous avez menées, il y a quelque chose d'important, on va parler des petites cantines, c'est que ça fonctionne, ce restaurant fonctionne sur le prix libre. Et donc, j'imagine que c'est un sujet auquel vous avez dû réfléchir. Et quelle a été la raison, quels ont été les motifs avec Étienne Touvenot, qui est votre collaborateur, co-initiateur de ce projet, pour se dire ce sera un restaurant à prix libre. Et qu'est-ce que ça implique ? Déjà, cette idée, elle ne vient ni d'Étienne, ni de moi. Elle vient d'un stagiaire qui s'appelle Nicolas, qui nous avait rejoint au moment du démarrage du projet pour nous donner un coup de main sur les petites cantines éphémères qu'on lançait pour tester l'idée, pour voir si elle répondait à un besoin social ou pas. On faisait ça dans un quartier de Lyon qui s'appelle La Duchère, un quartier très mixte. Et on se posait la question de à quel tarif est-ce qu'il faut proposer ces repas pour pouvoir accueillir le plus de monde possible à table et que le prix ne soit pas trop un frein. Et on n'y arrivait pas, c'était vraiment le casse-tête. Et Nicolas nous dit, mais essayez le prix libre. Et je lui dis, mais Nicolas, moi j'aimerais bien que ce projet il dure dans le temps en fait. Et donc à un moment, il va falloir trouver un local, faire des investissements. Je ne vais pas avoir un banquier avec cette stratégie tarifaire à prix libre. Il me dit, mais essayez. Et au pire, ça marche. Et on a testé. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'on mettait le prix libre dans une case qui n'était pas forcément la bonne. On la met dans la case d'une stratégie tarifaire solidaire. Comme si il y avait l'économie et qu'à côté, il fallait mettre des choses sociales pour compenser les inégalités de nos modèles économiques. Et dans mon livre, je dis, mais pour moi, le prix libre, il s'apparente beaucoup plus à chute libre. Parce qu'en fait, c'est pas tant un rapport à la solidarité qu'un rapport à l'incertitude. Quel rapport à l'incertitude on est capable d'avoir ? C'est horrible d'être de part et d'autre d'une caisse à prix libre. Soit parce qu'on est celui qui reçoit l'argent, et dans ces cas-là, c'est hyper stressant de ne pas savoir combien on va avoir à la fin de la journée dans la caisse. Oui, surtout qu'il y a quand même des factures à payer. Nous, on essaye de fonctionner sans subvention d'exploitation. Donc c'est quand même une gageure. Hein. Et donc ça veut dire qu'il y a le loyer, il y a le salaire, il y a tous les coûts d'approvisionnement, sachant qu'on cherche à développer le plus possible l'autonomie alimentaire sur le territoire, donc à être un maximum sur du local et sur du circuit court. Donc il faut quand même payer les producteurs. Donc les charges, elles sont fixes, on les connaît. Et en fait, à la fois c'est très inconfortable de recevoir cet argent sans savoir ce qu'il va y avoir, et c'est très inconfortable de contribuer. En fait, au début, il y a plein de gens, ils n'osaient pas venir parce qu'ils ne savaient pas combien il fallait donner. Ils se sentaient un peu jugés, etc. Nous, en fait, en testant ça, on s'est rendu compte que l'incertitude, elle n'était pas forcément créatrice d'insécurité, qu'elle était aussi source de créativité, d'opportunité, et qu'on avait peut-être tort de prendre le prix libre comme une stratégie qui serait bien pour moraliser l'économie. Comme si c'était l'occasion de se placer tous face à notre responsabilité sociétale. Moi, c'est pas ça que je constate dans nos restaurants. Heureusement que tout ne se joue pas en quelques minutes autour de cette caisse après un repas en termes de responsabilité sociétale. Ce que je vois plutôt, c'est ce qui compte, c'est la relation. Qu'est-ce que la personne a donné ? Qu'est-ce que la personne a reçu pendant ce repas ? Comment va se passer le dialogue avec le maître-caisse ? C'est comme ça qu'on l'appelle. Est-ce qu'elle va s'être sentie bien ? Est-ce qu'elle a été elle-même ? Est-ce qu'elle a fait des belles rencontres ? Et parce qu'on aura placé la relation d'abord et qu'on aura braqué les projecteurs de la création de valeur sur cette richesse relationnelle, alors la personne se sentira libre de donner ce qu'elle souhaite, ce qu'elle peut, au moment où il faut traduire ça en monnaie sonnante et trébuchante. Et du coup, moi, ça me fait comprendre que la richesse économique, elle est très importante, mais qu'elle est une conséquence de la richesse relationnelle et non l'inverse, et qu'à chaque fois qu'on positionne les choses dans l'autre sens, en fait, on se retrouve à mettre des rustines dans tous les sens qui finissent toujours par lâcher. Oui, et on voit dans le livre que, en tout cas, vous partagez ces réflexions sur et ces mêmes doutes que vous avez au départ, avant de commencer sur cette question du prix libre, qui soit vraiment libre. Ça, c'est quelque chose que vous développez, mais vous expliquez que le principal levier économique, c'est la question de la fréquentation.
Oui, parce qu'il vaut bien mieux qu'il y ait beaucoup de gens qui donnent un petit peu plutôt que plein de gens, un petit peu de gens qui donnent beaucoup. Et du coup, on ne pilote pas une stratégie tarifaire à prix libre comme on piloterait une stratégie tarifaire qui serait fondée sur le contrôle et la prédictibilité. Là, ça va plutôt être notre capacité à inviter largement, donc à sortir sur le trottoir, à aller parler à des gens avec différents canaux de communication, différentes manières de converser. Il y en a, on va les toucher par les réseaux sociaux, d'autres simplement parce qu'ils passent dans la rue, d'autres parce que ça a été vu à la télé. Et voilà, à nous de savoir sortir de nos zones de confort, sortir dehors, aller vers. Parce que c'est ça qui fera en fait que le modèle il fonctionnera de manière fluide. Donc, si je comprends bien, puis pour nos auditeurs, c'est important, chaque petite cantine est autonome, a sa propre autonomie. C'est ça. Elle est autonome à la fois sur le plan économique, sur le plan RH, sur le plan de la gouvernance. En fait, on a pris cette décision parce qu'au début, on hésitait. Est-ce qu'il vaut mieux qu'on monte nous-mêmes ces petites cantines, un peu comme on dirait en propre, ou bien est-ce qu'il faut que chacune soit 100% autonome ? Et en fait, le Covid est passé par là, et la crise sanitaire. Et on a observé que les cantines qui avaient été montées en autonomie étaient 1000 fois plus résilientes et avaient répondu beaucoup mieux aux enjeux de leur territoire par des stratégies partenariales hyper réactives, par une équipe hyper mobilisée, des circuits de décision très courts, beaucoup mieux que celles qui avaient été montées dans un... Nous, avec par exemple à Lyon, comme il y avait plusieurs cantines qui commençaient à voir le jour avant la crise du Covid, on s'était dit ce sera plus simple et plus efficace et plus optimisé d'avoir une seule structure qui pilote tous les restaurants parce que comme ça il y aura qu'un seul conseil d'administration et en fait ça va créer une lourdeur, une complexité, un manque de réactivité, un manque d'engagement citoyen qui nous a en fait qui s'est avéré beaucoup moins efficace à la fin que l'autonomie. En fait, vous répondez exactement, vous êtes un exemple de ce qu'Olivier Hamon explique, la robustesse versus l'efficacité. Donc ça marche bien. De manière très empirique, mais ces travaux, évidemment, nous parlent beaucoup. Je voulais poursuivre là-dessus. Donc on le disait, chaque petite cantine est autonome. Et donc les contributeurs, parce que je ne sais pas comment les appeler. Les convives, convivere, vivre ensemble. Les convives, ils ont en fait deux possibilités. En réalité, si je comprends bien, ils peuvent venir à 10h30 pour faire à manger. 9h30, ouais. Parce qu'il y a le temps du café d'accueil. Il y a le temps du café d'accueil, pardon. Et avec croissant, non, peut-être pas quand même. Oh, alors là, il y a toujours un petit truc à manger. Il y a toujours un petit truc. Et puis ensuite, ils peuvent manger, mais d'autres viennent que manger. Qui que ce soit peut pousser la porte à 12h30 et venir manger. Et il y a même des gens qui viennent que pour faire la vaisselle. Et il y a même des gens qui viennent et passer le balai. Oui, parce que là, c'est le seul moment où on révèle les playlists qu'on passe quand on passe la serviette. Ok, donc ça c'est super. Il y a un moment dans le livre, vous racontez, vous écrivez sur ces questions de solitude versus isolement. Et je lisais, mais j'ai eu que les chiffres de 2016, qu'il y avait en France 7 millions de personnes qui se trouvaient en situation d'isolement, soit 14% des Français contre 9% en 2010. Et 26% des Français se sentent exclus, abandonnés ou inutiles. Et 70% des citadins reconnaissent avoir souffert de la solitude. Et c'est quelque chose dont vous parlez, c'est cette question de la solitude que vous envisagez comme quelque chose de finalement assez constructeur pour soi, notamment quand elle est choisie, à contrario de l'isolement, qui est quelque chose qui est subi. Oui, il me semble qu'on a beaucoup tâtonné autour des termes, mais c'est normal, on sait très bien que ce qui est difficile, c'est pas tant de répondre à un problème que de poser la bonne question. Et à force de me mettre dans les chaussures d'un responsable de cantine, à force de faire la vaisselle avec les convives et de les écouter parler surtout pendant qu'ils essuient la vaisselle, déjà je me suis aperçue que parmi les personnes isolées, il y en avait beaucoup qui avaient le goût de la solitude, qui avaient apprivoisé leur solitude et qui, à travers elle, répondaient à leur besoin de se sentir reliés.
Ça peut, et c'est intéressant parce que du coup, est-ce que le focus doit être sur la solitude et la lutte contre la solitude, comme on le faisait au démarrage du projet Les Petites Cantines, et comme nous y pousse le discours ambiant, hein, parce que y a tout nous, on est dans une société de la distraction, du brouhaha, de l'hyperconnexion. Donc la solitude, en fait, on en a peur. On veut la garder à distance parce qu'elle est douloureuse. On n'aime pas ce qui fait mal. Hein. Et moi, ce que j'ai vu, c'est que c'était plutôt source de présence à soi, même si effectivement, c'est aussi une épreuve de soi qui peut parfois être douloureuse. Et en fait, c'est beaucoup plus intéressant de se concentrer sur le besoin qui est derrière, qui est le besoin de se sentir relié, qui est un besoin qui est joyeux, auquel on peut répondre dans la solitude, comme on peut y répondre dans la société ou pas. Parfois, on fait des activités en société qui ne nous permettent pas de répondre à notre besoin de nous sentir reliés, alors même qu'elles font semblant de le faire. Et ça, c'est une sacrée ligne de fracture qui ne dit pas son nom. Et pour moi, c'est là qu'il faut, contre ça qu'il faut diriger nos luttes, contre tous les isolements qui sont invisibles, en fait, et qui passent ni vu ni connu dans cette société dite hyper connectée. Je pense à la suractivité, je suis la première concernée. Je pense aux écrans, là encore, je suis concernée. Enfin, voilà, moi, je parle pas de trucs que j'ai réussi, moi, à distance. J'ai aucune leçon à donner là-dessus. Mais quand même, je constate que quand on pose les bons mots et qu'on pose les bonnes questions, on évite de disperser nos efforts sur des choses qui ne marchent pas. Quand on dit aux gens « venez lutter contre la solitude », ils ne se sentent pas concernés. Au moins, un Français sur 2 ne se sent pas concerné, alors même que la souffrance est si forte qu'elle est parfois clinique. Avoir mal à cause de l'isolement, c'est parfois hurler de douleur dans son oreiller et hurler de honte parce que c'est mal vu aujourd'hui. Parce qu'on croit que c'est de notre faute, alors qu'en fait, c'est structurel. L'isolement est une construction sociale institutionnalisée par nos modes de vie. C'est contre ça qu'il faut lutter. Nous sommes d'accord. Et à côté de ça, il y a ce que vous appelez l'addition de nos minuscules confiances. J'ai trouvé ça très joli de passer par la question minuscule, mais qu'on imagine dans le cadre d'une addition comme quelque chose, pour le coup, d'extrêmement réparateur. Oui, on se fait de la confiance une image qui, à mon avis, nous fait passer à côté de ce qui se joue réellement. On met parfois ça dans la case du ressenti, très agréable. Quand on se sent en sécurité, alors on va pouvoir faire confiance. Donc du coup, on va faire confiance à ses très proches, etc. Aux petites cantines, c'est pas cette expérience que je fais. Je vois que la confiance est beaucoup plus facile, parfois avec des gens qui sont des parfaits inconnus. Et je vois que le sentiment de sécurité va être une conséquence de la confiance et non la racine. Donc la racine, c'est plus la confiance et qu'en fait, elle se niche en permanence dans la moindre de nos petites actions et qu'on n'en a même pas conscience. Et du coup, je me suis intéressée aux travaux de Marc Hunyadi, qui est un chercheur d'origine hongroise installé à Bruxelles, qui est plutôt un philosophe du numérique, mais qui a brillamment montré comment la société du numérique, telle qu'on vit le numérique, l'usage du numérique aujourd'hui, non pas attaque la confiance, mais fait bien pire. Elle nous apprend à la contourner. Elle nous apprend à nous en passer. Or, la confiance, elle structure pas juste nos relations interpersonnelles, mais toute notre relation au monde, en fait. Et l'inverse de la confiance, du coup, c'est l'inaction. Et pour moi, ça explique en partie la paralysie dans laquelle on est actuellement face aux enjeux de transition qui sont les nôtres et dont notre cerveau a conscience, mais on ne passe pas à l'action. Et pour moi, c'est lié à un déficit de confiance en soi, en l'autre, dans les choses, dans nos modèles socio-économiques, dans nos institutions. Et je considère que dans un restaurant participatif aussi simple qu'une petite cantine, on réactive ce muscle de la confiance sur des petites choses et en fait ça décuple peut-être pas notre pouvoir d'achat mais au moins notre pouvoir d'agir. À la base de toute cette affaire qui nous occupe, il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressée, qui est issu des travaux d'un sociologue américain qui s'appelle Mark Granovetter, qui parle de la question de la force des liens faibles, donc vous le citez, et qui montre
je parle de sociologue, que les relations de basse intensité sont capables d'une puissance mobilisatrice plus importante qu'avec les personnes proches auxquelles nous sommes attachés émotionnellement. Il dit aussi que la perte d'un lien faible engendre plus de disparition d'opportunités de régénération potentielle qu'une relation fondée sur l'intimité affective, mais aussi la routine. Et c'est quelque chose que vous développez au moment où vous allez vous mettre en situation de discuter de ce projet, en tout cas de l'idée d'un projet avec Étienne Touvenot. Oui, c'est parce qu'en fait, avant l'accident de voiture, j'ai été journaliste dans la presse économique. Et dans notre journal, on avait notamment une rubrique qui s'appelait « Stratégie Down ». Et donc, dans cette rubrique, je décryptais des stratégies d'échec, enfin des entreprises qui avaient planté. Et j'essayais de comprendre pourquoi ça avait planté. Et du coup, ça m'a amené à recueillir la parole des dirigeants, après coup. Et ils se confiaient à moi. Et déjà, j'ai pris conscience qu'une fois sur deux, c'était lié à un problème relationnel entre associés. Donc déjà, j'ai compris l'importance de ça. Et puis, en fait, il me donnait des conseils quand même. Il me disait, si c'était à refaire, je crois que j'irais pas chercher quelqu'un qui m'était aussi proche. Voilà. Et ça m'a amené aussi à travailler sur la question de la perte acceptable, etc. Et du coup, comme moi, j'ai une peur de l'échec chevillée au corps et que moi, j'aime bien réussir, je me suis dit, allons voir plutôt quelqu'un qui me soit éloigné. Comme ça, si ce projet foire, je perdrai un peu, mais pas trop de choses non plus. Et en fait, c'est plus tard du coup que j'ai découvert que ça avait été théorisé par un sociologue américain. Mais en fait, ça s'est vérifié aussi dans nos rapports entre convives avec les habitants. Parce qu'une petite cantine, c'est facilement entre 1000 et 2000 convives qui poussent la porte au cours de l'année. Et en fait, c'est incroyable comme le fait de faire des rencontres improbables en hackant les algorithmes ou nos routines, comme vous disiez, fait surgir un champ de créativité, soit dans la relation, soit même chez soi, qui révèle les possibles. Moi, j'aime bien l'actrice et chanteuse Jeanne Moreau qui dit « La vie, c'est quand on fait ce qui n'était pas prévu ». Et ben voilà, les petites cantines, c'est un petit pas de côté, mais qui révèle peut-être la part la plus vivante de notre société. Citer Jeanne Moreau, ça me fait plaisir. Je vais terminer par une dernière question, qui est la question du lieu, parce que les petites cantines, ce sont des personnes, bien sûr, des convives, dans des situations parfois extrêmement différentes, mais ce sont des lieux. J'y ai mangé dans 3 différentes à Lyon, je ne les connais pas toutes. Et dans votre récit, vous dites que la cuisine est l'un des rares lieux à être à la fois demeuré intime et politique. Et vous dites que les animateurs de ces restaurants participatifs sont des facilitateurs de cette revascularisation de la démocratie. C'est placer les choses de manière très haute, et en même temps, c'est aussi une manière de dire que le partage du repas est peut-être une des choses fondamentales de la cité au sens de la citoyenneté. Oui, plus c'est simple, plus c'est puissant. Donc, n'ayons pas honte, ne rougissons pas des choses simples, au contraire. Il y a plein de choses qui se jouent autour du lieu. Il y a d'abord la question du cadre. Une petite cantine, elle a une porte. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut oser pousser la porte des petites cantines. Ce qui va se passer à l'intérieur, ça va être... En fait, j'ai pris conscience à quel point, avant de répondre à notre besoin de relation, il faut pouvoir répondre à notre besoin de sécurité. Et donc, ça va être ce cadre de sécurité. Je sais que moi, j'ai des enfants et j'aime bien jouer à des jeux de société avec eux. Et pour inclure quelqu'un dans un jeu de société, il faut déjà lui expliquer les règles du jeu, et il faut que ces règles du jeu, elles soient pas trop compliquées. Il faut qu'elles soient simples, accessibles à tous. Donc déjà, c'est la première condition de l'inclusion. Et puis ensuite, moi, ce que j'aime beaucoup dans ces restaurants, des petites cantines, et aussi ce que j'ai essayé de traduire dans mon livre Comme à la maison, et même rien qu'à travers le titre, c'est
le bonheur de l'approche sensorielle, en fait. Faire de la pâte à tarte. C'est l'éclairage, la lumière, quand on rentre dans la petite cantine. C'est hyper important. C'est les bruits, les sons. On parlait un peu de playlist tout à l'heure. Les odeurs. Tout ça, ça ancre, en fait. Et même si un convive ne dit rien, parce que parfois, il faut un petit peu de temps pour se laisser apprivoiser, même s'il se tait, eh ben, il est avec, il est parmi. Être parmi, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire dans le métavers ou sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Et c'est encore différent. Voilà. Et du coup, ça suppose aucune autre compétence que d'être là. Et c'est pour ça que je trouve que prendre sa place à table, c'est une belle métaphore de prendre sa place dans la société. Je me dis que si chacun fait ça, eh ben, la société pivotera et sortira de ce système actuellement ultra violent et le fera sans violence. Diane Dupré-Latour, je vous remercie pour cet échange. Je souhaite à beaucoup d'entre nous de lire Comme à la maison, qui vient tout juste sortir chez Actes Sud, et évidemment d'aller aussi vous rencontrer dans les librairies à partir de ce soir chez Tramway à 19h. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global.